OK. Donc, bon après-midi à tous et comme je disais tantôt, merci d'être là pour cet enseignement, OK, sur comment aider nos enfants à gérer l'échec. Waouh. Alors, ce thème se justifie simplement parce que, je l'ai dit la dernière fois, nos enfants ont commencé les examens, beaucoup ont fait des examens scolaires, ont passé des examens scolaires officiels, BEPC, probatoire, bac 10 et ainsi de suite. Mais il peut s'avérer que les enfants ne réussissent pas. Ou bien alors qu'un enfant n'a pas réussi pour aller en classe supérieure. OK? Alors, comment l'aider à gérer cette situation? Je vous racontais l'histoire d'un enfant ici au Cameroun parce que seulement elle était sortie troisième de sa classe. Elle s'est suicidée. Parce que ses parents lui avaient mis la pression, tu vas sortir première. Elle était toujours première. Elle est sortie troisième de la classe et elle s'est suicidée. Vous voyez? Si les enfants ne sont pas accompagnés dans la gestion de l'échec, déjà que ce n'était pas un échec, mais elle n'a pas atteint son objectif. C'est dans ce sens que peut-être c'était un échec pour elle. Donc, si les enfants ne sont pas accompagnés là-dedans, ce sera difficile et on peut avoir des réactions comme celle-là qui ne sont pas du tout très, très intéressantes. Mais avant, on a vu comment réussir une réunion familiale, on a vu comment exercer l'autorité parentale. OK? Donc, aujourd'hui, nous avons Paul Kwaku qui est conseiller parental finissant, je vais dire parce qu'elle va soutenir dans quelques jours, OK, et qui va nous présenter ce thème-là, OK. Donc, je vais demander à Kwaku d'ouvrir son micro, sa caméra aussi, pour qu'on puisse mettre euh, un visage sur ce beau nom, sur ce, voilà, sur ce beau nom. Kwaku, est-ce que tu peux ouvrir ta caméra? Oui, ma caméra ouverte. Voilà, sa caméra ouverte. Comme ça, elle va nous dérouler la présentation de ce soir, la formation de ce soir. Et après, on va échanger, on va discuter, on va apprendre les uns des autres avec des témoignages, des partages, des questions-réponses. Donc, Paul, les Anglais Oui, disent you have coach. the floor. So, you have the floor. Thank you. Bonjour, coach. Bonjour, chers parents. C'est pour moi un plaisir, réel plaisir de vous voir cet après-midi. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez très bien. J'ai la voix un peu cassée. Est-ce que vous me percevez bien? Vous m'entendez bien? C'est bon? Ouais, c'est D'accord, bon. d'accord. Alors, je remercie le coach de me permettre de pouvoir m'entretenir avec vous sur ce sujet qui est très, très sensible et fondamental dans l'éducation de nos enfants. Et en tant que parents, nous avons cette envie-là de voir nos enfants réussir. Ça, c'est le vœu de tout parent. Et lorsque lorsque ces enfants-là vivent une situation d'échec, c'est difficile. C'est difficile pour nous, les parents, et on a envie de les protéger par plusieurs attitudes. Pour la petite histoire, j'étais en classe de cinquième et je passais en quatrième. Et qu'est-ce qui s'est passé? Déjà en cinquième, j'avais des idées préconçues. La quatrième, c'est une classe difficile. C'est difficile de pouvoir réussir dans cette classe-là et puis d'aller en troisième. Je ne sais pas, mais c'est comme si je buvais toutes ces paroles-là. Et ça m'a formé un mur. Et j'ai accepté ces paroles dans mon cœur. Moi, déjà, j'avais un problème avec la peur en temps. Donc, quand on a commencé l'année en quatrième, c'était difficile. Je vous assure que je ne voyais que du noir. Je ne voyais rien, je ne comprenais absolument rien. Ce que je vous dis là, je pèse mes mots, hein, je ne voyais rien, je ne comprenais rien. C'était comme si on m'avait bloqué au niveau de l'intelligence. Et le résultat, c'est que je n'ai pas été admise en classe supérieure. Et là, je dis à mon père, je ne vais plus à l'école. Je ne vais plus à l'école. Mais en temps, il y a une autre pensée qui apparaît dans mon esprit. J'ai dit, je suis enfant de Dieu, n'est-ce pas? Mais je vais à l'église. Oui. Les parents là sont partis en troisième, sont passés en classe supérieure. Moi, je fais quoi là? Il y a un problème. Il y a un problème. À partir de là, je me suis donnée à Jésus. À partir de là, j'ai commencé à prendre ma vie chrétienne au sérieux, servir Dieu, l'aimer, chercher à avoir cette intimité avec le Seigneur. C'est vrai, les parents partaient à l'église, mon père était responsable à l'église,
Mais bon, on partait parce que là, nous étions tous enfants, on le suivait. Mais ma conversion a commencé là. Juste pour vous dire que l'échec n'est pas toujours un ennemi. C'est-à-dire, le Seigneur utilise souvent cet échec-là pour galvaniser l'enfant ou pour fortifier sa confiance en soi. C'est cela. Alors, l'objectif de cet échange-là, c'est d'abord de vous présenter les différentes manifestations de l'échec dans la vie de l'enfant. C'est-à-dire que quand vous voyez votre enfant dans cet état, vous pouvez déjà savoir qu'il est en train de vivre une situation d'échec. Deuxièmement, c'est de vous fournir quelques outils, des attitudes à avoir en tant que parent pour aider les enfants à gagner en confiance en eux-mêmes. C'est cela. Alors, le tableau ainsi planté, Paul Kouakou, comme le coach l'a dit, je suis conseillère parentale en fin de formation. Alors, ça sera interactif. Je ne vais pas parler seule. Je ne vais pas parler seule, ça sera interactif. Déjà, moi, je vais demander qu'est-ce que chaque parent entend par échec. Échec. Qu'est-ce que vous entendez, les parents, par échec? Coach, vous pouvez lancer le PowerPoint, s'il vous plaît. OK. Hmm. Aussi simplement à l'échec, comme vous entendez, chers parents. Maman Eva, Maman Eva peut nous dire ce qu'elle entend par, par échec. Maman Eva, Maman Madeleine, vous pouvez nous dire ce que vous entendez par échec. Aussi simplement, comme vous entendez. Ouais, maman Sylviane a levé la main. Oui. D'accord. Moi, quand maintenant, ouais. Allô, Maman Can, bonsoir à tous. bonsoir maman. Bonsoir, maman Paul Kwaku. Que Dieu te bénisse. Amen. Moi, je pense que Oui. Mhm. l'échec, c'est ne pas atteindre ses objectifs. C'est-à-dire, on se fixe un D'accord, objectif et qu'on n'arrive pas à l'atteindre. Voilà, c'est c'est comme cela. ça que moi, je vois l'échec. D'accord. Merci maman. Une autre intervention. D'accord. S'il n'y a pas d'autres interventions rapidement, c'est ce que maman a dit, hein. On ne va pas chercher à avoir des définitions très, très lourdes. C'est le fait de ne pas réussir à quelque chose qu'on entreprend ou de ne pas atteindre son objectif. Donc, cet échec-là peut être vu à plusieurs niveaux. Ça peut être un échec scolaire, comme le coach a dit tantôt. Les enfants ont passé les examens, donc on s'attend à la réussite. Mais bon, si l'échec vient aussi, il faut savoir gérer cela. Alors, l'échec peut être social, l'enfant n'arrive pas peut-être à intégrer un groupe. L'échec peut être aussi personnel. Par exemple, il n'arrive pas à apprendre à rouler à vélo, par exemple. Voilà, donc il y a plusieurs échecs à plusieurs niveaux. Donc, comment un parent peut-il soutenir son enfant lorsqu'il traverse un moment difficile à cause d'un échec? Nous voyons en grand 1 les manifestations comportementales de la gestion de l'échec chez l'enfant. Donc, on parle de manifestations comportementales en faisant allusion à des signes extérieurs, c'est-à-dire quoi? Comment, de manière visuelle, je sais que mon enfant a une situation à l'intérieur, vit une situation à l'intérieur. C'est cela. Donc, nous voyons cela sur le plan cognitif. Sur le plan cognitif, on entend par cognitif la perception de l'enfant par rapport à l'échec, c'est-à-dire son raisonnement. Mon enfant, là, comment il raisonne par rapport à l'échec, ses croyances par rapport à l'échec et quelles sont les stratégies qu'il met en place lui-même. Donc, c'est cela quand on parle d'échec au plan cognitif. Alors, nous allons parler d'un auteur qui est psychologue américain, Bernard Wiener. Bernard Wiener, pardon, j'ai lu ça en allemand. Bernard Wiener, qui a développé une théorie qui parle de la théorie de l'attribution. Alors, pour lui, toute personne qui vit une situation cherche à identifier la cause, que ce soit un enfant, un adulte, toute personne cherche à identifier la cause. Et
à partir de cette cause-là, lorsqu'il interprète la cause, elle a un impact forcément sur la motivation. D'accord? Donc, quand l'enfant il interprète la cause de son échec, cela a un impact sur sa motivation, sur son comportement et puis sur ses émotions. Donc, au plan émotionnel, nous voyons la première catégorie d'émotions, la tristesse, la baisse de l'estime, la baisse de l'estime de soi. Donc, comment l'enfant se voit? Il interprète l'échec comme un signe d'incapacité. Il se dit qu'il est incapable, il est incompétent. Vous voyez? Donc, ça, c'est le premier groupe d'émotions. Après, on voit la colère, la frustration, l'agressivité. Il est agressif. Il peut être même agressif envers ses parents, envers son professeur, ses amis. Il peut être aussi anxieux et avoir peur d'un nouvel échec. Vous voyez, si l'enfant il a déjà eu des situations d'échec, déjà dans sa tête, il anticipe un nouvel échec. Alors, Donc, je cela, trouve un peu trop rapide. Je trouve un peu trop rapide. d'accord. Donc, je vais baisser le débit. D'accord. Donc, je disais, l'enfant qui a peur de l'échec, il peut vivre une situation, anticiper un nouvel échec parce qu'il a déjà vécu des échecs auparavant. Donc, il se dit que forcément, quel que soit ce que je vais faire, cette situation-là ne va pas changer parce que je n'ai pas de capacité. Donc, il y a un certain stress qui habite l'enfant et il peut avoir des signes, des signes psychosomatiques, c'est-à-dire quoi? Des douleurs dans le ventre, des maux de ventre, des sueurs froides, un blocage. Il n'est pas malade physiquement, hein, mais dans sa tête, dans son mind, l'enfant est bloqué. Alors, l'autre catégorie d'émotions, l'enfant peut développer la honte. Comme je vous ai dit dans mon histoire, j'avais honte. Quand j'ai dit à mon père que je ne voulais plus aller à l'école, j'étais habitée par la honte. Par la honte parce qu'on savait que je partais à l'église. Et puis, vous savez un peu, quand on va à l'église, on a un comportement qui est différent. Donc, tout le monde dans la classe me connaissait un peu quand même. Donc, j'avais cette honte-là. Donc, l'enfant peut développer la honte, euh, l'évitement, il peut éviter les autres personnes. Il peut même en classe ne pas participer. C'est-à-dire, c'était un enfant qui participait beaucoup. On va observer une baisse au niveau de sa participation. Donc, je continue. Une autre catégorie d'émotions, l'enfant peut se résigner parce il se dit que quoi qu'il arrive, je ne changerai rien, je vais rien changer par rapport à ma situation. Donc, il adopte un comportement de résignation. Donc, ce comportement, il adopte, c'est simplement pour se protéger. Il le fait pour se protéger. Alors, un petit cas pratique, un enfant qui ne réussit pas en orthographe, en dictée, par exemple. On va mettre en pratique la théorie de Wiener, qui ne réussit pas en orthographe. Il se dit, qu'est-ce qu'il se dit? J'ai des mauvaises notes ou bien j'ai eu 5 sur 20 en dictée. Qu'est-ce que cet enfant-là se dit comme cause? Qu'est-ce il identifie comme cause? Il va se dire, ben, je suis nul. Aussi simplement, il ne cherchera pas ailleurs. Je n'ai pas les capacités, c'est pour ça que j'ai eu, euh, j'ai eu 5 sur 20, ou bien c'est pour ça que j'ai fréquemment des mauvaises notes. Aussi simplement. Et quelle émotion il peut avoir, les parents, quelle émotion cet enfant-là peut dégager? Cet enfant-là qui ne réussit pas en orthographe.
Les parents, je vous passe la parole. J'ai énuméré quelques émotions. Quelle émotion cet enfant-là? Il se dit que c'est parce qu'il est nul, qu'il n'a pas réussi en orthographe, qu'il ne réussit jamais en orthographe. Est-ce que tu peux reprendre ta question, Paul, s'il te plaît? Oui. Donc, le cas pratique, il s'agit d'un enfant qui ne réussit pas en dictée. Il a fréquemment des notes mauvaises. Alors, il a identifié lui-même sa cause. Il dit qu'il est nul. Aussi simplement, il est nul, c'est parce que c'est pour cela qu'il n'arrive pas à avoir de bonnes notes en orthographe. Donc, je vous demande, quelle est l'émotion qui peut se ressentir, que l'enfant peut ressentir en ce moment-là? J'ai énuméré quelques émotions. Donc, quelle émotion cet enfant peut dégager à partir de sa situation? Quelle émotion, chers Oui. parents? Oui, oui, pasteur. Ok, moi je retiens deux émotions. Mhm. D'abord, il y a baisse de l'estime de soi D'accord, et puis la résignation et l'indifférence apparente. Voilà les deux d'accord. que je... Merci, pasteur. Alors, Effectivement, cet enfant va... Mhm. Allez-y. Oui, Maman Boni. Oui, allez-y, Maman Boni. cette personne l'enfant peut ressentir la honte, il peut Oui, se maman. rétracter. Effectivement. Merci pour votre contribution. Effectivement, cet enfant-là peut se retracter, se résigner, se dire que je ne peux pas avancer parce que j'ai fréquemment de mauvaises notes. Et comme vous l'avez dit, il peut avoir honte, honte de lui-même et ne plus faire d'efforts. Donc, ça va être un échec prolongé. Ça va être un échec prolongé. Alors, après cela, quels sont les facteurs qui expliquent le comportement de l'enfant? Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer le comportement de l'enfant. Il y a l'âge de l'enfant. Alors, au niveau de l'âge, on va distinguer plusieurs tranches d'âge. Donc, on voit le raisonnement des enfants qui ont à partir de 2 à 4 ans. Donc, l'enfant qui est entre 2 et 4 ans, il ne peut pas encore se mettre, identifier les causes. Non, on n'a pas cette capacité d'identifier pleinement la cause. Il pense que tout ce qui lui arrive est de son fait. Par exemple, s'il se renverse un verre d'eau sur lui, il dira qu'il n'est pas bon, il va commencer à pleurer. Voilà. Et lui-même, il sera moche, il se sentira pas bien. Donc, il ne sait pas identifier la cause de ce qui lui arrive. Que ce soit des causes externes, il ne sait rien parce que son intelligence est encore en formation. Il est marqué par une période, un développement assez limité. Il est encore limité au niveau de sa pensée, de sa conscience. L'enfant de 5 à 7 ans. L'enfant de 5 à 7 ans, il commence à faire des liens aussi simples entre l'effort qu'il a fourni et puis le résultat qui est apparu par la suite. Donc, il peut commencer à comprendre qu'il a échoué, peut-être parce qu'il n'a pas travaillé ou bien parce qu'il s'est trompé, mais sa compréhension est encore fragile entre 5 et 7 ans. Et à cet âge, au niveau social, il aime beaucoup se comparer aux autres, se comparer à l'école, à ses amis, à tous les niveaux. Donc, ce qui fait que ça influence souvent son estime de soi. Alors, nous continuons. L'enfant de 8 à 11 ans passe à l'échec. L'enfant qui a 8 ans, de 8 à 11 ans, il commence à interpréter l'échec en fonction de son estime de soi. D'accord? Certains ils attribuent l'échec à un manque d'effort.
un manque d'effort, ils se disent qu'ils n'ont pas de valeur, ou un manque de capacité. Donc, c'est à partir de là qu'il interprète son échec. Sur le plan social aussi, il se compare, il aime se comparer à ses amis. Nous continuons toujours. L'enfant qui a de 8 à 11 ans. Je crois que j'ai déjà fait 8 à 11 ans. Le raisonnement de l'enfant de 12 ans. 12 ans et plus. Donc, à partir de 12 ans, on voit que l'enfant entre dans la phase d'adolescence. Et il commence à raisonner de façon un peu abstraite. Il a des notions quand même sur la réussite, sur la justice. Et puis, il généralise un peu son échec. Donc, quand un échec survient dans sa vie, il remet sa valeur à tous les niveaux. Donc, il se dit que bon, j'ai raté, je n'ai pas été percutant sur ce devoir, c'est que je ne vais jamais réussir dans ma vie. Parce qu'il a quelques notions quand même des différents concepts, comme j'ai dit, de la fatalité, de la réussite. Donc, il se dit, oh, j'ai raté, donc je vais jamais réussir. Je ne vais jamais réussir dans ma vie. Donc, Allô, Paul? oui, Est-ce que tu peux parler un peu plus fort, te rapprocher du micro, s'il te plaît? d'accord. OK. Merci. Je vous en prie, coach. Alors, nous continuons. J'ai parlé tout à l'heure des 12. tempéraments. Aussi, l'enfant peut avoir, au niveau de son estime de soi, cette estime de soi-là peut faiblir. Il peut se dire que il n'a pas de valeur. Parce que l'estime de soi est liée à ses valeurs en tant que, personne, en tant que personne, et en tant que l'image même qu'il a de lui-même. Donc, l'échec agit sur l'estime de soi de l'enfant. Je crois que j'ai sauté les tempéraments. D'accord. Donc, revenons sur les tempéraments. Les tempéraments, nous avons deux personnes qui ont parlé des tempéraments, Thomas et Gilles, ce sont des pédiatres, qui ont défini trois grands profils de tempérament. Donc, ils parlent d'enfants difficiles. Enfant difficile, enfant facile, et puis enfant qui est lent à s'adapter. Donc, l'enfant qui est difficile, il se dit qu'il a raté, comme je dis tantôt, il est nul. Il ne supporte même pas de se sentir dans une situation d'échec. Et il est très, très agressif, très, très en colère quand il échoue. L'enfant qui est facile, il est souriant, il est sociable. Donc, il accepte l'échec en apparence. C'est-à-dire, il intériorise là, cette frustration-là. Quand vous allez le voir, vous allez penser que tout va bien. Mais dans son fort intérieur, l'enfant ne va pas bien. Il ne va pas bien. Il fait plaisir aux adultes et parfois même, il minimise ses difficultés par peur de décevoir ses parents, de décevoir les adultes. Donc, ça, c'est le tempérament de l'enfant qui est facile. Alors, l'enfant qui est lent à s'adapter. Donc, chez cet enfant-là, il est souvent silencieux, mais profond. Il ne crie pas, il ne se rebelle pas, mais évite, il évite certaines situations d'échec puisqu'il a déjà vécu dans le passé. Et son système d'apprentissage ralentit fortement parce qu'il n'y a plus d'engouement, il n'y a plus de motivation. Donc, Et puis, avec on descend comme ça.
Bon, non, ça prend un bon. Après, il y a ça peut être complet. On observe pas réaliser. Et il perd même sa confiance en soi. Mais comme on l'a dit, il est lent. Donc, on ne sent même pas que cet enfant-là est en train de vivre une situation d'échec. Donc, il ne veut pas recommencer parce qu'il a peur que la situation difficile repasse surface. Il se dit, je ne sais pas. Quand vous lui posez une question, je ne sais pas. Pas parce qu'il ne sait pas, hein, il sait. Il sait, mais c'est une stratégie pour se protéger. Il devient plus lent, il devient moins expressif, cet enfant-là. Et toujours, il s'attache à une routine de refus. Donc, quand vous lui demandez quelque chose, il est toujours prêt à vous dire non. Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Donc, en réalité, il a un manque à combler. Donc, il a besoin, cet enfant, d'être rassuré. Alors, nous continuons. J'avais parlé de l'estime de soi. Donc, je peux juste revenir dessus. L'échec fait baisser l'estime de soi parce que l'enfant, il associe en fait sa valeur à ses résultats. Pour lui, quand il y a réussite, c'est qu'il est bon. Quand il y a échec, il est mauvais. Donc, on va observer à ce niveau-là une baisse de l'estime de soi. Donc, ce qu'on peut observer chez cet enfant, la honte, comme on a dit tantôt au niveau des émotions, la perte de confiance en lui-même, il a peur de réessayer et il se dévalorise, il se dénigre lui-même, il va vous dire que il est nul, il n'est pas intelligent, il refuse les nouveaux défis. Oh, la vie est faite de défis, il refuse les nouveaux défis. Donc, il va stagner. Alors, nous allons passer au grand 3. Nous passons au grand 3. Nous allons parler des attitudes. Les attitudes négatives. Quelle attitude adopter face à l'échec de son enfant? D'abord, nous allons commencer par les attitudes négatives. J'ai voulu commencer par les attitudes négatives pour que celles qui sont positives puissent nous rester. C'est cela. Alors, le premier point, c'est la critique excessive. Chers parents, qu'est-ce que vous entendez par critique excessive? J'ai dit que je ne parlerai pas seule. Qu'est-ce que vous entendez par critique excessive? Est-ce qu'un parent a déjà porté des critiques excessives? Si oui, qu'est-ce qu'on entend par critique excessive? Allô? Oui, maman. Oui, les critiques excessives, ça veut dire que quand on est là, on ne fait que parler de l'échec de l'enfant. S'il avait fait ceci, telle chose n'allait pas arriver. C'est parce qu'il n'a pas fait ceci que voilà ce qui a, voilà, c'est pourquoi il a l'échec. C'est comme ça que moi je comprends. C'est cela. Merci beaucoup, maman. Effectivement, les critiques excessives. Les critiques, quand elles sont constructives, c'est très bon. C'est-à-dire qu'elles permettent à l'enfant de grandir. Il y a une main levée là. Oui. Techno, Oui, voilà. Oui, maman. pour ça, j'aimerais dire que les critiques excessives, c'est lorsque on gronde l'enfant parfois au-delà même de la faute. C'est cela. Merci beaucoup, maman. C'est cela. Alors, ce que vous avez dit est juste. Les critiques excessives, on en fait peut-être sans se rendre compte, nous les parents. Donc, c'est lorsque les parents réagissent à l'échec de leurs enfants en soulignant uniquement que les défauts. Toujours vous ressassez les défauts de l'enfant.
vous ressassez les défauts de l'enfant, ses lacunes, ses erreurs. Et puis sur un ton assez dur, assez sévère, cela dévalorise l'enfant. C'est-à-dire que quand vous lui parlez ainsi, il se sent dévalorisé. Pour certains qui sont des enfants calmes, ils ne vous diront rien, mais pour d'autres, un jour, ils vont vous répondre. Donc, ce sont des critiques que nous ne devons pas avoir. Avoir des critiques constructives. Avoir des critiques constructives. Donc, quand vous dites à l'enfant, tu n'as rien compris comme d'habitude, tu ne fais jamais assez d'efforts. Quand vous dites à l'enfant, ou bien il a cassé une assiette encore, encore toi. C'est incroyable, hein? Hein? Tu n'es pas fait pour aller à l'école, toi. Tu n'es pas fait pour les études. Donc, c'est vraiment difficile. Moi, j'ai envie de demander à chaque parent, qu'est-ce qui nous pousse souvent à faire des critiques excessives? Qu'est-ce qui nous pousse? C'est vrai, comme j'ai dit dans l'introduction, on veut toujours le bien de l'enfant. Ça, c'est pour tous les parents. Qu'est-ce qui nous pousse à faire des critiques excessives au lieu qu'elles soient constructives? Oui, Oui, je pense que maman, c'est la colère. la Je colère, pense très que bien, la colère, oui. très bien. Allô? Donc, oui, maman. Bon, souvent, c'est la honte, hein, le fait d'être face à l'échec. Mhm. D'accord. Oui, La honte pour nous les parents. Voilà, D'accord, très bien. face et, aux autres. Oui, Allô? papa. Il y voilà. a aussi, il y a Il y aussi, a Ah oui, allez-y, il allez-y. y a aussi, il y a aussi l'ignorance. Oui, papa Félix. Oui, Voilà, l'ignorance. voilà. Mhm. Il y a aussi l'ignorance parce que si on sait, je veux dire, si on comprend l'enfant Mhm. et on sait lui parler, euh, et- il va comprendre. Mhm. Mais si en critiquant l'enfant, c'est parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut Mhm. dire de bon pour le construire. Je C'est dis, ça. si on fait le bien, on ne ferait pas le mal. C'est peut-être Mhm. l'ignorance des parents qui ne savent pas quelle parole Mhm. appropriée il faut donner. Et c'est C'est pour ça. ça que, voilà, quelquefois, ils abusent et critiquent de façon Mhm. excessive. Ok. Merci beaucoup, papa Félix. Effectivement, quand vous dites à l'enfant, tu n'as rien compris, je ne sais pas ce que nous attendons de l'enfant quand on lui dit, il n'a rien compris. Plutôt dire que, qu'est-ce qui t'a semblé plus difficile? Ou quand c'est un enfant qui fait beaucoup les mêmes erreurs, tu es en train d'apprendre, c'est normal de te tromper, mais fais l'effort de faire attention. Donc, quand c'est un enfant qui n'arrive pas à travailler, qui ne se met pas au travail, où on est disposé à dire, tu ne travailles jamais assez. On peut demander à l'enfant de quoi tu as besoin pour pouvoir mieux t'organiser. Tout ça, c'est pour avoir donné un accompagnement à l'enfant. Nous continuons. Rejet suite à l'échec. Souvent, nous rejetons nos enfants suite à l'échec. Je ne sais pas si vous avez déjà, cela vous est déjà arrivé. C'est-à-dire, vous avez tellement mal que vous boudez l'enfant, vous ne lui parlez pas, vous ne faites même pas attention à l'enfant. Mais ça, c'est un danger. Parce que s'il y a quelqu'un dehors qui, en ce moment-là, ouvre les bras à l'enfant et que c'est la mauvaise personne, vous allez perdre à jamais votre enfant. Vous voyez. Donc, dans ces moments d'échec, nous ne devons pas tourner le dos à l'enfant. Au contraire, lui ouvrir les bras. Comparaison avec les amis. Qui a déjà comparé son enfant à d'autres amis? C'est-à-dire quand ils ont des bonnes notes. C'est-à-dire pas des bonnes notes, mais qu'ils ont des mauvaises notes, par exemple. Moi, il m'est déjà arrivé. Je n'ai pas eu l'intention de comparer ce jour-là mon enfant, hein. Mais quand elle me dit, ah, j'ai eu telle note, j'ai eu 14, j'ai eu 15, j'ai eu 12, je lui demande, et ta camarade, là, elle a eu combien? Et l'autre, elle a eu combien? Quelle a été sa note? Donc, ça frustrait ma fille. Et un jour, elle s'est approchée de moi. Elle m'a dit, maman, excuse-moi, hein, mais quand tu me demandes ma note, et puis
Et puis tu demandes celle que mes amis ont eue. Maman, ça me blesse un peu. Waouh. Je vous assure que je n'avais même pas l'intention de la blesser. C'était juste pour voir un peu le niveau de ses camarades. Mais malheureusement, ça a été perçu comme l'enfant, comme une comparaison. Vous voyez, comme une comparaison. Donc, ne comparons pas les enfants parce que ça toujours contribue à baisser l'estime, à les rendre souvent jaloux même. Vous allez créer un sentiment de jalousie à l'enfant. Et puis, l'enfant va essayer de réussir pour vous plaire. C'est-à-dire qu'il n'aura pas une saine motivation. Il sera motivé parce que là, je veux faire plaisir à mes parents. Mais lui-même, de manière intrinsèque, de manière personnelle, il n'aura pas une saine motivation. Or, vous savez, ils ne sont pas éternels sur la terre. Il faut que l'enfant même ait sa motivation de vouloir réussir. Pression excessive à la réussite. Alors, ça rejoint ce que le coach a dit dans l'entame, parlant de cet moment, de cet enfant-là qui s'est suicidé. Pression excessive, tu dois réussir, tu dois réussir, tu dois avoir tel nombre de points. Mon dernier, on s'était fixé 160 points au CEP. Il est venu avec 144 points. Je l'ai félicité. Je ne lui ai pas dit pourquoi tu aurais dû. Je l'ai félicité. Minimisation de l'échec. Quand l'enfant vient vous voir, ou bien quand vous constatez que vraiment ça ne va pas au niveau de l'enfant, au niveau de son échec qu'il est en train de gérer, ne minimisez pas non, les pensées de l'enfant. La pensée de l'enfant. Ne lui dites pas, bon, ça va passer, hein, tout compte fait, bon, ça va aller, il ne faut pas passer à autre chose. Non, ça frustre un peu l'enfant parce qu'il a envie de parler, il a envie que euh, on le soutienne dans cette situation et puis l'aider à remonter. Mais quand vous ignorez, bien vous détournez la conversation. Quand vous parlez, vous détournez la conversation. Ou bien vous minimisez même ses émotions, c'est pas si grave. Tu fais toute une histoire pour ça. On ne va pas pleurer pour cette note. Non. Là, vous êtes en train d'étouffer l'émotion de l'enfant. Vous étouffez cela. D'accord? Donc, ce sont des attitudes à éviter. Donc, quand il vient vous voir que ça ne va pas, je vois que ça t'a vraiment touché, je veux qu'on en parle. Est-ce que tu le veux? Moi, je veux qu'on en parle. Quand vous le voyez silencieux, ça ne va pas, tu sembles déçu, hein? Qu'est-ce que tu ressens, mon enfant? Viens me parler. Viens parler à maman. Viens parler à papa. Au lieu de lui dire, tu exagères. Vous pouvez lui dire ce que tu ressens vraiment est important. Tu peux dire comment tu vis ça. Explique-moi un peu. Donc, ça permet à l'enfant d'évacuer le mauvais trésor. Il évacue le mauvais trésor. Et puis, par la suite, il a l'oreille attentive pour vous écouter pour les attitudes positives, l'attitude positive que vous allez avoir avec lui en l'accompagnant. Donc, nous passons maintenant aux attitudes positives. Attitude positive, il y a juste une image qui accompagne. Il y a une image qui accompagne. Je ne sais pas si vous voyez l'image. Donc, juste, voilà. Donc, c'est une image, j'ai envie de demander à quelqu'un de me dire comment il comprend cette image rapidement, s'il vous plaît. Coach, je ne sais pas si tout le monde voit l'image. Oui, l'image est perceptible, je crois, elle est là, oui. Maman Kamena a levé la main. D'accord, maman. Maman Kamena, allez-y. Allô? Maman Kam, oui, allez-y. Sur l'image, je vois une maman et son fils, apparemment. Et son fils a l'air triste. Il Oui. a l'air découragé d'une situation. Et la mère qui affiche un sourire pour lui redonner de l'espoir, qui l'encourage. Avec le pouce levé, voilà, il lui montre, elle lui montre du moins, voilà, que ce n'est pas la peine de faire cette tête. Voilà. C'est-à-dire, elle essaie de lui remonter le moral, c'est ce que je peux dire. C'est cela. Merci beaucoup, maman. Effectivement, c'est cela. Quand vous voyez l'image, c'est ce que ça traduit,
la mère qui est en train d'encourager l'enfant. Donc, vous voyez l'enfant qui vit un échec, deux échecs, trois échecs, et qui s'attend à ce que son parent le tape dessus. Oui, véritablement, parce que se dit que ça, c'est fini pour moi. Mais quand il voit le parent qui valorise, qui dit des paroles valorisantes, en valorisant l'effort, par exemple, lui dit, je suis fière de toi pour l'effort que tu as fait. Tu as persévéré malgré les difficultés. Donc, c'est vrai peut-être qu'un enfant n'a pas eu 20 sur 20, comme peut-être on l'aurait souhaité, mais il a fait quand même des efforts. Il faut encourager cela. C'est très, très important. Accueillir les émotions de l'enfant sans juger. Ça, c'est pas facile pour nous, les parents. Donc, quand on accueille les émotions de l'enfant sans juger, c'est de lui dire, c'est vrai que tu as échoué, c'est dur, mais je te comprends. Même pas pour dire que tu as échoué, mais parce que tu es nul, tu as échoué. Parce que toujours je te vois, tu n'étudies pas. Et voici les conséquences. Tu penses qu'on réussit comme ça dans la vie? Bon, c'est vrai qu'on a envie du meilleur pour l'enfant. Mais chaque enfant ne marche pas comme ça. Pour certains enfants, ça va passer, hein. Vous allez voir, ça va marcher. Mais pour d'autres, ce sera difficile. Ils vont se replier sur, sur eux-mêmes. Et vous allez commencer à perdre petit à petit votre enfant. Nous avançons rapidement. Aider l'enfant à analyser l'échec en tirant des leçons. Donc, quand on aide l'enfant à analyser l'échec, c'est de lui poser quelques questions. C'est-à-dire, c'est vrai, tu vis une situation d'échec, mais qu'est-ce que tu peux faire de manière différente la prochaine fois? De sorte que les leçons même là viennent de l'enfant. Donc, ça sera plus facile pour lui d'apprendre à transformer ses erreurs en opportunités d'apprentissage. Vous voyez? Donc, c'est vrai que nous, on a déjà la solution, hein, mais on lui laisse cette capacité de s'exprimer et puis de dire ce qu'il pense faire pour s'améliorer. Et on peut compléter par la suite ou bien organiser pour un meilleur accompagnement. Donc, montrer un soutien inconditionnel à l'enfant, c'est-à-dire je ne t'aime pas parce que tu es bon, je ne t'aime pas parce que tu as réussi ou tu as une bonne note, mais je t'aime pour ce que tu es. Tu es mon enfant. C'est ce qu'il faut lui dire. Offrir un discours constructif et motivant, comme on a vu la maman qui est en train de motiver, l'enfant. L'enfant qui vient avec une mauvaise note. Je m'attarde beaucoup sur le côté scolaire parce que généralement, c'est ce qu'on voit. Sinon, comme je dis en entame, il y a échec à plusieurs niveaux. Mais le côté scolaire est beaucoup difficile à gérer par les parents et les enfants. Alors, l'enfant qui vient avec un 5 sur 10 à son exposé, par exemple, lui dit, je comprends. Est-ce que tu sais ce qui a été difficile dans cette situation? Bon, il va vous dire, oh, maman, j'ai oublié un peu les paroles. D'accord. Non. Est-ce que tu as eu le temps même de bien t'entraîner? Il va dire, oh, maman, c'est vrai. Je ne me suis pas bien entraînée. D'accord. Donc, la prochaine fois, voilà ce qu'on va faire. Et puis, vous déroulez le plan. Vous déroulez le plan. Ou bien vous lui demandez, qu'est-ce que tu penses qu'on pourra faire la prochaine fois? Donc, c'est comme ça, offrir un discours constructif, motivant à l'enfant et collaborer avec lui. Comme j'ai dit tantôt, dans la recherche de solutions, il ne faudrait pas que ce soit nous seulement qui donnons les solutions. Il faudrait que l'enfant même arrive à dire ce qu'il pense faire pour ne plus que cette situation survienne. À partir de là, vous allez juger de la maturité de votre enfant ou bien vous allez juger de comment cet échec-là a touché votre enfant et puis pouvoir mieux l'accompagner. Alors, donc, voici un peu quelques attitudes positives. Ce n'est pas des attitudes, cette liste n'est pas exhaustive, hein. On peut ajouter beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, ce sont ces quelques attitudes positives que j'ai pu relever. Et dans
dans les échanges, je pense qu'on aura encore un retour d'expérience des parents qui va encore nous bonifier. Donc, je dis la conclusion maintenant, coach, ou après les échanges. Après les échanges, coach. Et après, tu Ah, refais. allô, Alors, coach? bon, alors qu'est-ce que toi tu penses? Alors, je souhaite ou je veux que chaque parent d'abord ait un œil un peu plus approfondi sur les attitudes, sur les émotions de son enfant et puis adopte les attitudes positives qui ont été énumérées pour ne pas briser, ou je vais dire casser le roseau qui est déjà brisé, qui est déjà fragile. Donc, le roseau, c'est l'enfant qui est en situation d'échec. Il est déjà brisé, cet enfant-là. Donc, un bon accompagnement va le relever. Un mauvais accompagnement va le casser. Merci, coach. OK. Ben, merci, Paul, pour cet exposé très pratique. Très pratique. OK. Merci, coach. Et aussi, on sent que tu as fait sur la base de tes expériences, et ça, tu as partagé des expériences, ça, c'est quelque chose de formidable. Tu as pu nous tirer un certain nombre de leçons, un certain nombre d'outils, ok, un certain nombre de directives ou d'orientations qui vont nous aider à mieux gérer l'échec des enfants. Alors maintenant, c'est l'heure des questions, l'heure des partages d'expériences, l'heure, n'est-ce pas, de pouvoir apporter des contributions également, parce que c'est ça la parent school. Chacun de nous ici est parent et a une expérience par rapport à la gestion de l'échec de l'enfant. Positive ou négative, c'est le moment peut-être de partager ça et ensemble, on va apprendre encore plus, quoi. Donc, la parole à qui vous la prendre, posez des questions et n'hésitez pas à partager des expériences aussi. Donc, on attend le maillot jaune en termes de questions. Allô? Questions? Commentaires? Partage d'expérience? Alors, moi, je vais poser une question, hein, une question ouverte à tout le monde. Ok, maman, Sylviane a la main levée, oui. Alors, merci beaucoup, maman Paul Kwaku, pour votre brillante présentation. Moi, je voulais partager mon expérience d'échec lorsque j'étais enfant et comment cela a changé ma façon de gérer l'échec lorsque j'ai été maman. Alors, j'étais en classe de CM2 et j'ai échoué à l'entrée en sixième pour la première fois. Et tout de suite, je ne voyais même pas pourquoi j'avais échoué, je ne voyais pas la cause de mon échec. Mais ce que j'ai retenu, c'est que mes parents ne cessaient de me répéter que c'est parce que je n'étudiais pas sérieusement, je m'amusais trop, que je n'ai pas réussi à mon entrée en sixième. Et là, à la reprise de la classe de CM2, la deuxième fois, j'ai encore échoué. J'ai eu le CP, je n'ai pas eu l'entrée en sixième. Et c'est là que j'ai commencé à développer tout ce que mon Kwaku a cité, la honte, la frustration, parce qu'il faut dire que depuis le CP1 jusqu'au CM2, j'étais quand même parmi les premiers, j'étais excellente. Et puis, je venais pour la deuxième fois d'échouer à l'entrée en sixième. Donc là, c'était vraiment la honte, la frustration. Mais bon, j'ai repris courage seul, malgré les paroles négatives des parents. Voilà, il était tout le temps sur moi, tu t'amuses, tu joues, tu ne prends pas tes études au sérieux. Je ne sais même pas j'avais quel âge, mais je n'étais même pas consciente même d'ailleurs. Donc, j'ai repris encore et j'ai fait la troisième fois le CM2. Bon, en notre temps, il y avait la série 1, la série 2. Ça dit quand tu dépasses l'âge de 14 ans, 15 ans, tu ne fais plus ton entrée en sixième en série 1, mais tu le fais en série 2. Donc, la troisième fois, je le faisais en série 2. En série 2, il fallait avoir un certain nombre de points qui est plus élevé que ceux qui font en série 1.
Et là, le défi était maintenant grand devant moi. Et la peur suscitée par les paroles de mes parents, tu joues trop, tu ne te concentres pas. Donc, je me suis concentré, mais j'avais peur toujours et j'ai encore échoué. Et je venais d'échouer pour la 3e fois à l'entrée en 6e. Et là, j'ai décidé de ne plus partir à l'école. J'ai dit, c'est que l'école n'est pas faite pour moi, je ne vais pas à l'école. Et c'est là mon père qui était là à dire que tu n'étudies pas, tu ne te concentres pas. C'est là qu'il a vraiment joué son rôle de coach. Il m'a encouragé. Il a dit, ma fille, je te sais intelligente. Si ça n'a pas marché, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché, mais je sais que tu peux le faire, tu peux y arriver. Et c'est ainsi qu'avec son encouragement, il m'a amené vraiment à accepter de repartir à l'école. Sinon, je ne voulais même plus. Et là, quand je suis reparti cette année-là, j'ai pu avoir l'entrée en 6e pour la 4e fois. Je venais de passer l'entrée en 6e et je suis allé en 6e. Mais son mot d'encouragement a fait que lorsque j'ai entamé la 6e, de la 6e jusqu'à ce que je finisse d'avoir tous mes diplômes aujourd'hui, je n'ai plus jamais repris une classe. Parce que je me suis dit que j'étais intelligente, j'avais quelque chose de bon en moi. Wow. Donc, lorsque les examens arrivent, c'était avec une certaine confiance que je les abordais. Et ça a fait que vraiment, j'ai eu cette confiance-là. C'est vrai qu'il y a eu d'autres situations qui ont créé des blessures, qui à un moment donné m'ont fait perdre confiance en moi. Mais sur le plan scolaire seulement, les paroles de mon papa ont continué à résonner dans mon cœur. Et ça fait que vraiment, ça m'a donné cette force-là. Alors, je deviens maman et mes enfants, par la grâce de Dieu, cette expérience que j'ai eue avec mon père a fait que je motive toujours mes enfants. S'ils viennent avec de mauvaises notes, je m'arrange à ne pas vraiment les accuser de se dire tu es paresseux. Ça dit ce que maman Paul Kouakou a développé. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? C'est la question première que je pose. Si c'est parce que tu n'étudies pas assez, je dis bon, on va faire un emploi du temps. Quand tu quittes à l'école, voici ce que tu as à faire, voici quelle heure tu as pour te détendre, voici quelle heure tu as à étudier et je les aide à planifier. Et par la grâce de Dieu, la fille aussi, elle a fait, mon aînée, elle a fait un parcours aussi sans faute, jusqu'à ce qu'aujourd'hui elle travaille. Je suis avec la dernière. La dernière, par la grâce de Dieu, passe en 3e. Elle est encore dans ce style de parcours sans faute. Mais bon, je dis pas que c'est forcément, ça sera sans faute, je ne le souhaite pas. Mais au cas où ça arrive, que l'échec arrive, bon, je serai là comme une coach pour les remonter. Et ça, c'est sur le plan scolaire, mais dans la vie active, il y a des moments, par exemple, des petits soucis qu'ils ont avec leurs camarades à l'école. Je suis un tel camarade, après ma camarade là, elle ne veut plus parler avec moi. Ça aussi, c'est une autre forme d'échec. Donc, je suis toujours là à les motiver, à jouer ce rôle-là pour les encourager. Et par la grâce de Dieu, ça se passe bien. Et c'est ce que j'ai voulu partager avec les parents ici. Merci beaucoup. Wow, super. Quelle belle expérience. Quel beau partage qui nous enseigne. Peut-être avant que Paul ne dise un mot là-dessus, moi, je voulais faire un petit commentaire sur deux choses que Marc a mené à partager. Première chose, c'est que je vois dans son partage. Première chose, c'est quoi? C'est euh, changer le mindset de l'enfant. C'est là où parce que tout se joue au niveau de son mindset, de son esprit, OK? De son état d'esprit, de la perception qu'il a de l'échec. Une fois qu'on réussit à le faire, généralement, il y a un déclic qui naît. Et dans son cas, on a vu ce déclic. Elle est partie, elle n'a plus jamais échoué en classe. Parce que son père lui a dit que tu es champion, tu es une forte, tu es quelqu'un qui réussit, ok, tu es intelligent. Ouais. Généralement, comme Paul a dit, souvent nous passons le temps à parfois masquer, à crier sur eux, à leur montrer comment ils ne sont pas intelligents. Il y a des parents même qui font comme s'ils n'ont jamais échoué. Non. L'échec est une opportunité, n'est-ce pas? Je dis que l'échec est une opportunité de recommencer autrement. OK? Et donc, montrer ça à l'enfant et dès qu'il réussit à capter ça, alors vous voyez, les choses vont changer et il va progresser. Ça, c'est une chose très importante que j'ai vue dans son partage d'expérience. Deuxième chose, c'est que en tant que parents, nous devons être là comme des coachs. Nous devons les accompagner. OK? Et leur montrer
qu'il faut recommencer la persévérance. Elle a échoué 3 fois et c'est la 4e fois qu'elle a réussi. Vous pensez qu'elle a une expérience de la persévérance? Apprenons nos enfants à être persévérants. Tant qu'on n'a pas atteint l'objectif, ok, il faut continuer d'essayer. Il faut continuer d'essayer. Et à la fin, on va arriver. Donc, voilà 2 choses que j'ai retenues de son partage. Changer le mindset de l'enfant, ok, pour l'aider à garder confiance en lui. Surtout l'amener à persévérer, même quand il y a l'échec. Et cela passe par le discours que nous allons tenir. Quel est le type de discours que tu tiens? Est-ce que tu es là pour le rejeter? Est-ce que tu es là pour le réprimander? Est-ce que tu es là pour l'insulter? Est-ce que tu es là pour le critiquer? Ou alors est-ce que tu es là pour l'encourager, pour, n'est-ce pas, l'aider à avancer? OK? Voilà, ça, c'est quelque chose que je retiens. Je voulais ajouter une autre chose aussi, c'est euh, trouver la solution avec l'enfant. Pas trouver la solution pour l'enfant. Et Paul l'a bien expliqué dans son exposé. Parce que quand vous composez avec l'enfant, l'enfant se sent concerné et l'enfant va se mettre au travail. Mais quand vous le faites pour lui, ce sont vos objectifs, ce ne sont pas ses objectifs. Et du coup, il peut ne pas participer. Et ça devient compliqué. Et il le fait pour faire plaisir et non pour se faire plaisir. Et la motivation est différente. Donc, je vais laisser la parole à Paul, peut-être un commentaire ou alors sur l'intervention de maman Kwaku, de maman Sylviane, avant peut-être notre intervention. Merci, coach. Effectivement, ce que je retiens, c'est l'accompagnement de son père. S'il n'y a pas d'accompagnement, l'enfant va tout droit dans le mur. C'est-à-dire, on aura beau parler, mais sa situation sera difficile pour lui de pouvoir changer. Mais quand l'accompagnement est bien fait, quand le père ou la mère devient un coach pour son enfant, l'enfant se sent en confiance. Et c'est intéressant aussi de raconter notre histoire à l'enfant, nos histoires d'échecs, pour ne pas qu'il pense que nous sommes des extraterrestres. Voilà. Pour qu'il sache que aussi on est passé par des situations d'échec. Forcément, tous les parents, il y a forcément un moment donné où vous avez vécu un échec. Racontez à l'enfant et comment vous êtes parvenu à pouvoir vous en sortir. C'est très, très important. L'enfant saura que il est humain et que l'échec fait partie de la vie. C'est cela, c'est ce que je veux apporter. Merci beaucoup, coach. Oui, pasteur Israël, il a levé la main, oui. Oui, merci, coach. Merci également à la sœur Paul. Je voudrais juste partager une expérience me concernant. Quand j'étais encore au collège, il faut dire que je suis rentré dans un groupe d'amis qui perturbe les cours, un groupe d'amis qui ne viennent pas à l'école, qui, comme on le dit dans notre jargon, qui sèchent ou qui tirent les cours. Et cela a fait que ça a commencé à jouer sur mes résultats, surtout en mathématiques. Arrivé un moment, je détestais les mathématiques, franchement dit. Je n'aimais plus les maths, je ne révisais plus, je ne faisais plus d'exercices. Concernant les maths, quand c'est le professeur de maths qui rentre en classe, nous on sort, on s'en va se promener et ça fait que bon, l'année n'a pas marché. Donc je devais reprendre la classe dans une autre ville. Et pendant les vacances, j'ai commencé à prendre quand même un peu conscience. Je lisais un peu les cours de maths et ainsi de suite. Et puis voilà, le professeur de maths, le nouveau professeur qui nous a pris. Bon, là, je me suis dit, bon, il ne faut plus fuir les cours quand même, il faut suivre les cours. Et j'ai suivi le cours le premier cours avec le professeur. Et le premier devoir qu'on a eu à faire, j'ai eu 11. Pendant que certains avaient 17, certains avaient 18, certains avaient 19. Sur 20, moi, j'ai eu 11. Et le professeur écrit sur ma feuille, bon élève du courage. C'est tout ce qu'il a mis. Alors que d'autres avaient 18, d'autres avaient 19, je ne sais pas ce qu'il a vu à moi. Il ne me connaît pas. C'est la première fois qu'on s'est vu, on s'est rencontrés dans cette ville. Je ne sais pas ce qu'il a vu, mais ce mot qu'il a écrit sur ma note là, je vous assure, en tout cas, ça a tout bouleversé, mais cette fois-ci de la manière positive. Donc, je vous assure, on ne pouvait plus m'arrêter en maths. C'était les 18, les 19, c'était les 20.
Donc, voilà, c'est ce que je voudrais apporter comme expérience vécue, ce que ce professeur a vu et puis l'a valorisé sur ma note en m'encourageant, sachant que je n'avais pas le niveau, contrairement aux autres, mais il a vu certainement quelque chose, il a valorisé cela, il a accompagné cela, il a encouragé, et ça fait que vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Merci, coach. OK, super. Merci pour cette partage aussi, papa Israël. Effectivement, vous voyez, une phrase, un mot peut briser ou alors peut briser ou alors il peut construire un enfant, reconstruire un enfant. Donc faisons attention aux mots que nous prononçons à nos enfants face à certaines situations, que ce soit d'échec ou de succès, mais davantage situation d'échec. Un mot mal placé peut le briser. Et un mot qui est bien placé, qui est bienvenu, peut, n'est-ce pas, créer un déclic chez lui et l'amener à des niveaux que nous ne pouvons pas soupçonner. Et le pasteur, ok, il est devenu, la mathématique est sa bête noire. Aujourd'hui, il était devenu l'un des meilleurs en mathématiques à cause d'une seule phrase ou d'un seul mot de son enseignant. Donc, voilà une astuce aussi que nous devons utiliser, n'est-ce pas, en tant que parents. Oui, Asieta Balbonnet et Paul va faire un commentaire. Tu ouvres ton micro, que voilà. Bonsoir, coach. Bonsoir, la famille. Merci à maman pour son intervention qui était vraiment bien bénéfique pour moi, en tout cas. Je voudrais partager une expérience. Allô? Et puis en même temps poser Allô? une question. Allô, C'est Balbonnet, est-ce que une tu peux te déplacer légèrement? Ça grisaille un peu. que j'ai vécue. Ça concerne le fils d'une de mes sœurs, une amie qui est, c'est une famille monoparentale. Oui, allô? Oui, c'est bon, parce que là, on ne Allô? t'entendait pas très bien. Là, c'est bon Vous maintenant. m'entendez? Et là, c'est bon, oui. D'accord. Donc, je disais que vous m'entendez maintenant? Oui, c'est bon. Allô? Allô? Vous m'entendez maintenant? Alors, Allô? oui, on t'entend, oui. Oui, t'entends. Attends. D'accord. Donc, je disais que ça concerne une de mes amies, une sœur. C'est une famille monoparentale. Elle élève seule son fils. Et l'année Je crois qu'elle a été éjectée là, de la salle. Ok, elle est revenue. allô, donc je disais que le problème avec le jeune homme, c'est qu'il n'étudiait pas, il n'apprenait pas ses leçons. Il avait déjà échoué l'année dernière et cette année, ça s'est trouvé qu'il était dans la même salle que mon fils. Et donc, comme l'établissement où il devait composer était loin de chez nous, j'ai demandé à sa mère si mon fils pouvait aller rester avec elle pour qu'il puisse composer, puisque c'était le même centre. Et elle a accepté et Eliel est allée composer avec eux là-bas. Donc, Eliel me disait chaque fois que pendant les derniers mois de révision, il s'amusait beaucoup, il ne se concentrait pas. Parce que bon, comme sa mère est aisée, il se dit qu'elle va chaque fois le sortir d'affaires. Donc, c'est ça qui était dans la tête en fait. Donc, il ne bossait pas, il s'amusait. Et évidemment, le jour de la proclamation des résultats, il a crié et il s'est laissé tomber. Et sa mère, qui avait tellement confiance en lui, était très désemparée. Elle a cru qu'il a fait une crise. On l'a pris, on l'a soulevé, on l'a emmené à la maison. En tout cas, il a fait comme si il voulait se suicider. Il a joué toute une scène. Et nous tous, on était effrayés. On se disait, oh, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, faut pas qu'il se donne la mort, faut pas, faut pas. C'est après que Eliane nous a dit que maman, que tout ce qu'il faisait là, c'était de la mascarade. Il faisait de la mascarade pour pouvoir manipuler sa mère. Et j'ai dit, mais si c'est ça vraiment.
Mais quand j'ai essayé d'approcher la maman, je voyais qu'elle était elle croyait vraiment, elle était vraiment convaincue. Tout ce qu'on essayait de lui dire, moi et les autres sœurs, elle ne voulait pas écouter. Elle se disait que son fils a bossé, son fils n'est pas capable de lui mentir, son fils est vraiment... Mais les amis autour, on dit vraiment que c'était de la mascarade. Maintenant, dans ce genre de situation-là, comment on peut accompagner un tel enfant et sa mère aussi? Donc, voilà ma question. Merci beaucoup. Beaucoup. Allô, Paul? Oui, coach. Hmm. J'ai bien compris le cas de la maman. Pendant qu'on faisait la formation en conseiller parental, pour pouvoir aider un enfant ou pouvoir parler à un parent, il faut son consentement. Il faut que l'une ou l'autre puisse accepter. Donc, si déjà il y a blocage à ce niveau, ça sera quand même difficile pour un conseiller de pouvoir aider la mère ou l'enfant. Mais maintenant, si la maman, elle est ouverte, elle est disposée à comprendre, déjà qu'elle se tisse d'amitié avec les amis de son enfant, elle connaîtra un peu plus son enfant. Parce que certainement devant elle, il présente un visage parfait, un enfant obéissant. Or, dans le fond, c'est un autre visage. Donc, quel est pour amis, les amis de ses amis, elle va apprendre à le connaître. Parce que je peux dire pour commencer. D'autres D'autres contributions? contributions? Voilà. Voilà. Allô, coach? Oui, allô? Donc, oui, je peux continuer. Donc, OK. Ah, si... maman Sylviane a la main levée, oui. D'accord. Et après, tu peux Allô? continuer. Oui, allô, maman? Sur la question de maman Balbonnet, moi je pense que pour ma part, si c'était mon ami, j'allais quand même essayer de faire comprendre à la mère de chercher à comprendre son enfant parce que le fait qu'elle soit peut-être aisée, je le dis, hein, peut-être qu'elle n'a pas peut-être trop le temps d'observer son enfant, que ce soit à la maison, que ce soit en dehors de la maison, parce qu'en dehors de la maison, c'est au travers de ses fréquentations, c'est en se rendant peut-être de temps en temps à l'école pour échanger avec ses enseignants qu'elle peut savoir effectivement l'attitude de l'enfant et à la maison et à l'école, en dehors de la maison. Donc, je pense que pour cette situation-là, c'est la mère qu'il faut, dans un premier temps, accompagner, lui faire comprendre que les enfants peuvent avoir une attitude à la maison et puis hors de la maison, avoir d'autres attitudes. Donc, voici, par exemple, il faut échanger avec les amis de ton enfant, tel que Maman Kwaku l'a proposé, causer aussi avec ses enseignants et autres, ses fréquentations, pour savoir exactement comment l'enfant se comporte. Et là, si elle réussit, on réussit quand même à lui faire comprendre cela, qu'elle essaie de faire une observation profonde à son enfant, je pense qu'elle va se rendre compte d'elle-même que ce qu'elle croit de son enfant n'est pas ça. Et je pense que c'est par là qu'il faut commencer, parce que l'enfant, il est dans sa scène, hein. Il va se jouer les victimes, et puis la mère, si elle n'écoute pas, comme je le dis là, on ne pourra pas. C'est quand la mère elle-même va réaliser qu'en fait, ah, voici comment l'enfant est en réalité, c'est là qu'elle pourra aider l'enfant. Sinon, sans elle, je ne pense pas que ça puisse être possible, parce que lui va rester dans son rôle de victimisation. Même quand quelqu'un d'autre, un conseiller, va l'approcher pour essayer d'échanger avec lui, il va rester dans son scénario. Voilà, qui s'est créé. Donc, je pense que la maman, on peut l'amener à comprendre si
Voilà, on lui explique les choses, on lui explique les comportements des enfants. Je ne sais pas si c'est son seul enfant ou bien elle a d'autres enfants. C'est-à-dire, si c'est son seul enfant, généralement, on idéalise, on est protecteur. Voilà, ça peut amener aussi à faire une mauvaise lecture du comportement de l'enfant. Maintenant, s'il y a d'autres enfants, les autres frères et sœurs aussi pouvaient témoigner que, ah, grand frère ou bien petit frère, voici comment il est, voici comment il est. Et la maman pouvait quand même se rendre compte. Mais tel que je vois, peut-être que l'enfant est unique. Donc voilà, elle n'a pas d'autre rapport que ce que l'enfant lui dit. Donc c'est au niveau de la maman, je pense qu'on peut exercer, faire un accompagnement. Merci. Merci, maman. Donc, moi, ce que je voulais ajouter à ce que maman Kamena vient de dire, je ne sais pas si la maman vit seule, c'est-à-dire si c'est une famille monoparentale. Je n'ai pas bien saisi le cas au début. Mais si c'est une famille Oui, qui oui, peut c'est être... une famille monoparentale. Ah, d'accord, d'accord. Sinon, j'allais dire que si ce n'est pas monoparental, il faudrait que le père soit associé. Parce que le père est une figure d'autorité aussi pour l'enfant. Donc, ce serait bien qu'à deux, ils puissent échanger avec l'enfant après observation, comme maman Kamena vient de le dire. C'est cela. Merci. Allô? Alors, je crois qu'effectivement, ce que vous avez dit, Marc Amena et Paul, on dit c'est effectivement la chose à faire. Ça veut dire qu'il faut, puisque les parents sont là, l'enfant à quel âge, maman, c'est tout? Il a 20 ans D'accord. maintenant. Il Il fait a quelle 20 ans. Il a classe? une sœur, mais elle doit avoir 8 ans comme ça. Oui. Et il fait quelle classe, ce garçon de 20 ans? Il reprend la terminale pour la 3e fois. OK. Il reprend la terminale pour la 3e fois. Ça veut dire on est dans une situation où véritablement, parce que c'est ça aussi le problème avec les familles monoparentales, quand la mère, comme on dit chez nous ici, ne prend pas le taureau par les cornes, généralement, avec les blessures qu'elle reçoit, le fait peut-être que son mari là sont partis, ou alors que le père de l'enfant ne s'occupe pas, généralement c'est difficile. Et c'est pour cela que je pense que, comme Maman Kamena a dit, il faut travailler avec la maman. Il faut travailler avec la maman parce qu'en fait, c'est elle qui peut. Maintenant, le garçon, il a 20 ans, OK? Il y a quelque chose aussi, une prise de conscience qu'on doit faire de son niveau à son niveau. Mais on commence d'abord par la maman pour que la maman revoie un peu ses attitudes, elle revoie la façon dont elle se comporte avec son enfant. OK? Et maintenant, rétablir cette confiance-là avec lui pour pouvoir maintenant changer les choses. Une confiance, parce que tel que j'écoute et telle l'analyse que je peux faire, c'est que la maman était un peu permissive. Elle a laissé l'enfant faire ce qu'il veut, faire comme il veut. Et maintenant, ça devient difficile un peu à contrôler, quoi. C'est ça, non? Oui, oui, c'est ça. Voilà. Donc, elle était un peu discuter avec, c'est un adulte pas à travailler. Donc, travailler avec les deux en même temps. Mais comment? Parce que c'est la maman qui doit. Sinon, la petite qui arrive de 8 ans, tu as dit, il a mené à se réconcilier avec ses enfants. C'est la chair. Merci. Allô? Allô? Alors, coach, on n'a pas bien perçu la dernière partie de votre intervention, ça s'entrecoupait. Ah, d'accord, oui, parce que je recevais. Oui. Alors, je disais que la chose à faire, c'est quoi? C'est que il faut que euh, euh, qu'il y ait réconciliation entre les parents et l'enfant. Réconciliation dans le sens où il faut que d'être permissive. Il faut qu'elle puisse échanger avec son enfant et qu'elle puisse discuter des choses de manière claire. Essayer de lui montrer les enjeux, n'est-ce pas, qu'il y a par rapport à son futur, par rapport à son devenir, s'il continue de se comporter comme ça. Mais la maman a besoin d'un accompagnement. L'enfant aussi a besoin d'un accompagnement.
Et le rôle du conseiller parental sera à la fin de les amener à se réconcilier et de se fixer eux-mêmes des objectifs et de revoir la façon de voir la vie, quoi. Donc, c'est ça. D'autres contributions, il y a d'autres contributions, elles sont les bienvenues. Alors, je sais qu'en tant que parents, nous avons beaucoup géré des situations d'échec. Donc, vraiment, les contributions vont véritablement nous aider. Donc, si vous avez des histoires où vous avez pu gérer l'échec de vos enfants, elles sont les bienvenues. Donc, moi, je vais parler de mon histoire avec ma fille. Alors, elle avait, quand elle était en classe de CM2, elle avait des difficultés en orthographe, en dictée. C'était vraiment pas facile. Et c'est vrai que j'avais mis sur pied un accompagnement, c'est-à-dire faire une dictée par jour, une ou deux dictées par jour. Donc, à des fois, j'arrivais, à des fois, c'était pas possible, mais je me donnais l'effort de le faire. Et un jour férié, je me suis levée et j'ai fait mon sport à la maison. Il était 6 heures. Et je l'ai réveillée, je dis, lève-toi. Enfile ta tenue de sport, on va aller courir. On est dans une cité où il y a beaucoup de côtes. Donc, c'est vraiment pratique pour le footing. Alors, nous sommes partis en train de courir. Et puis, là où les côtes étaient accentuées, je lui dis, regarde la côte. Cette côte-là, c'est la côte de la dictée. Tu vois comme elle est difficile. On va marcher sur cette côte. En marchant sur cette côte, on marche sur la difficulté de la dictée. La dictée n'est plus compliquée pour nous. La dictée n'est plus difficile. On arrive à avoir de bonnes notes en dictée. Je marche sur la dictée. Donc, je vous assure que les côtes sont accentuées hein, quand vous finissez de courir et puis après, vous devez monter la côte. Aïe, 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 c'est pas facile. Donc, à deux, on courait, on faisait le footing. C'était difficile. Allez, je l'encourageais. Allez, tu as la victoire. Tu es au-dessus de la dictée. Allez, avance, avance. Donc, après la dictée, on a pris les mathématiques, les matières spécifiques. On a pris les mathématiques. Tu es au-dessus des mathématiques. Les mathématiques ne sont pas difficiles pour toi. Donc, c'était de travailler son mindset déjà pour qu'elle sache qu'il n'y a aucune difficulté. Non, c'est peut-être ça difficile, mais elle a la capacité en elle de pouvoir surmonter cela. Et c'est ce qu'on a fait. On a fait le tour. C'était extrêmement fatigant, mais elle a apprécié à la fin. Et par la grâce de Dieu, quand elle devait passer son CEP, je vous assure, c'était pas facile. C'était pas facile parce que pendant la composition, elle ne faisait que vomir et faire la diarrhée. Vomir et faire la diarrhée. Bon, on ne comprenait pas. Moi, je me suis dit que c'était dû au stress, tout ça. Donc, quand on m'a appelé, je me suis rendue sur le site en train d'intercéder pour elle pendant qu'elle priait. Je ne peux pas vous dire combien de fois elle a rendu, non, je ne peux pas vous dire. À chaque moment, elle sautait. Elle sautait. Et la dame chef de centre, elle a dit que cette jeune fille-là, cette fille, elle ne partira pas à la maison. Elle va composer. Et j'étais là en prière. 2 semaines après les résultats, par la grâce de Dieu, elle a eu 20 sur 20 en dictée. Par la grâce de Dieu, elle a eu plus de 150 points. Donc, voilà comment j'ai pu travailler sur l'attitude que j'ai adoptée sur l'échec, par rapport à l'échec, à la gestion de l'échec de mon enfant. Donc, c'est un retour d'expérience. Donc, comme, je ne sais pas si c'est Papa Félix ou Papa Boni qui disait que le fait que le professeur ait écrit bon élève, ça l'avait déjà marqué. Donc, les paroles, la puissance des mots, c'est vraiment fort pour l'enfant, la puissance des mots. Non, ne jouons pas avec cela. Ne jouons pas avec cela. C'est-à-dire, quand vous dites un mot à l'enfant qui est mauvais, ça agit sur sa personne parce qu'il est en train de construire son identité. Il est en train de construire sa personne. Donc, c'est comme un jardin qui est vierge.
Donc, vous plantez les choses. Donc, si vous plantez de mauvaises paroles, sachez que vous allez récolter des ronces. Mais si vous plantez des paroles motivantes, c'est sûr que votre enfant même sera un motivateur pour ses petits frères ou pour ses grands frères. C'est comme ça que j'ai perçu euh, l'échec de mon enfant à cette époque-là. Merci beaucoup. Waouh! En tout cas, merci Paul pour cette belle expérience également qui nous enrichit, OK, sur des petites astuces, des petites techniques qu'on peut mettre en place pour motiver les enfants, les amener à gérer l'échec, à être positif, à changer leur perception de l'échec, à avoir plus confiance en eux et, n'est-ce pas, à créer le déclic qui va les permettre de devenir meilleurs dans les domaines pour lesquels on veut les encourager. Donc, je vais te laisser le micro, je vais te donner le micro pour conclure. Après tout ce qu'on a dit, tous ces échanges et tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on garde ce soir? Alors, pasteur, qu'est-ce qu'on garde ce soir? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je vais résumer cela en une phrase. J'avais déjà dit cela. J'ai dit, ne cassons pas le roseau qui est déjà brisé. Ne le cassons pas. Non, je fais allusion à l'enfant quand je parle de roseau. Je fais allusion à la situation d'échec qu'il a brisé. Et je fais allusion aux parents qui ne doivent pas casser ce roseau-là. Merci, coach. OK. Soyons positifs, OK. Espérons, parce que les projets, Dieu a fait des projets d'expérience pour nous. Nous devons espérer aussi le meilleur pour nos enfants. Et ne nous cassons pas par nos paroles, par nos attitudes, par nos comportements, mais aidons-les à surmonter justement par nos attitudes, par nos comportements également. Donc, merci Paul pour cette belle leçon, cette belle masterclass que tu vas nous donner sur la gestion des échecs avec les enfants. Chacun certainement a trouvé son compte et pourra expérimenter ça à la maison, quoi, changer de mindset. Jacques, nous ne sommes pas des auteurs oublieux, ok, mais essayons de mettre tout ça en pratique. Et on va voir comment les choses progressivement vont évoluer. Voilà, ce ne sera pas comme un coup de baguette magique, mais c'est un processus. Nous devons être patients pour ça, tolérants. Et ça, je crois qu'elle a relevé ça dans son exposé. Donc, merci infiniment. Alors, quel communiqué rapidement pour dire que la formation des conseillers parentaux est terminée, les rapports sont en train d'être rédigés. Ils vont déposer les rapports sur le 30 et les soutenances commencent le 5 juillet. Les programmes vous seront donnés dans les différents groupes. C'est ouvert à tout le monde, donc vous pouvez venir assister à ces soutenances-là, OK, vous faire une idée et certainement en espérant que vous serez les prochains apprenants pour être candidats à être futurs conseillers parentaux. Donc, la formation en oratoire également est terminée. La session qui a commencé il y a le 3 juin, elle termine lundi, donc avec une évaluation aussi. Et ce mois de juin, on a la formation, on a l'atelier sur l'écriture de la vision avec le pasteur Fred. Je crois que le pasteur Fred est dans la salle. Je vais lui donner le micro rapidement pour qu'il nous dise en un mot en quoi ça consiste cet atelier-là. Je rappelle que nous sommes à la deuxième édition. La première édition a eu lieu il y a cela quelques mois avec le frère, avec quelques participants. Je vois dans la salle le frère Cobenant, maman Sylviane Kamena, le pasteur Clotaire et d'autres personnes aussi que peut-être j'oublie de citer dans la salle. Voilà. Donc, pasteur Fred, est-ce que tu peux nous dire un mot sur cet atelier qui commence le 30 juin? Pasteur Fred, est-ce qu'il est dans la salle? OK, bonsoir, pasteur. Bonsoir tout le monde. Merci à maman Paul pour son exposé. En fait, je l'ai vraiment suivi et tous les exemples qui ont permis de meubler l'enseignement qu'elle a donné. Et j'ai été béni. J'ai engagé pour cela. Donc, parlant de l'atelier sur l'écriture de la vision familiale, effectivement, c'est la deuxième édition. Et pourquoi l'atelier sur l'écriture de la vision familiale? Dans Proverbe chapitre 29, verset 18, il dit que là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Donc, beaucoup de choses que nous expérimentons au niveau de la famille
sont la conséquence généralement d'un manque de vision. Et puis, la vision est comme c'est-à-dire que quand on considère la vie d'un homme, ou bien quelqu'un qui veut construire quelque chose, nous voulons bâtir des familles fortes, nous voulons bâtir des familles selon le modèle divin. Mais si on n'a pas une vision, si on n'a pas une chose qu'on a en pensée, une image, comme quelqu'un qui veut construire, il va naturellement voir un architecte, l'architecte va lui mettre un plan, et puis il va se mettre à travailler en fonction du plan. L'entrepreneur va être orienté par le plan. Donc, mais généralement, la plupart d'entre nous, nous n'avons pas ce plan initial-là. Ça fait qu'on navigue à vue, on essaye ceci, on essaye cela, et puis parfois c'est difficile de pouvoir, après un certain nombre de temps, évaluer. Mais lorsqu'on a une vision écrite, on a déjà un sens de direction dans lequel on veut justement mener la famille, mener les enfants. On a une chose qui nous permet, qui nous motive même chaque fois qu'on est en train de travailler. Et on peut savoir à chaque moment où on se trouve, les choses qu'il faut corriger. Donc, du coup, on est très intentionnel même dans les activités qu'on va mener en famille, qu'on va mener pour pouvoir atteindre cette vision qu'on a. Et la vision est soutenue des valeurs. Donc, dans la formation, on parle des valeurs qui sont associées à la vision, par les comportements qui sont associés à la vision. Et puis, on écrit un énoncé de vision. Et à la fin, on a un plan d'action pour pouvoir exécuter. Donc, voilà un peu de façon globale la raison pour laquelle on doit chacun d'entre nous avoir une vision. Parce que sinon, on va périr, sinon, on va faire face à des difficultés qu'on ne pourra pas recadrer. Mais avec une vision, on peut toujours revenir à la base. Voici ce pourquoi nous vivons, voici la raison pour laquelle nous avons décidé de construire cette famille ensemble. Et puis, à chaque moment, on peut faire une évaluation, on peut se repositionner. Et avec l'aide du Seigneur, parce qu'au milieu de tout ça, nous devons savoir que c'est le Seigneur qui donne une vision. Dans le livre des Actes des Apôtres, il dit, vos jeunes gens auront des visions, vos vieux auront des sorts. Donc, quand on s'engage dans cette vie de la vision, ce n'est pas juste un exercice intellectuel, c'est un exercice spirituel. C'est pour nous permettre de connaître le but. Maître nous disait que si le but d'une chose n'est pas connu, la but est inévitable. Ça va nous permettre justement d'éviter les abus autour de la construction des familles que nous avons. Donc, je vous invite tous, pour ceux qui n'ont pas encore fait la formation, à pouvoir se rassurer qu'ils s'inscrivent. Et la bonne chose, c'est qu'on a activé un accompagnement gratuit d'1 mois. On l'a fait avec ceux qui étaient là à la dernière édition. Et présentement, il y a la maman Marie de l'Italie, avec qui je continue de travailler parce qu'elle sollicite justement cette aide-là. Et il y a pas mal de progrès dans sa famille, sur sa famille, après qu'ils ont pu exprimer une vision familiale et qu'ils sont en train de travailler là-dessus. Donc, moi, en tant que, je me définis comme un leader transformationnel, et c'est vraiment 4 choses. Le premier pilier, c'est la vision. Deuxième chose, c'est l'accompagnement, parce qu'il ne faudrait pas juste que les gens fassent une formation de plus. Je ne suis pas pour l'accumulation de formation, je suis pour la transformation après qu'on ait suivi une formation. Même si c'est 1 pas ou 2 pas qu'on fait vers les informations qu'on a reçues, c'est une chose à louer. Donc, il faut accompagner les gens, il faut se rassurer que les gens passent de la connaissance à la pratique. Le pote l'a dit, on doit faire des études au milieu. Le Seigneur a dit que ce n'est pas ceux qui écoutent la parole qui sont justifiés, mais ceux qui mettent en pratique. Donc, il y a cet accompagnement-là qui est une opportunité pour pouvoir se rassurer que nos familles expérimentent la transformation qu'ils doivent expérimenter. Moi, personnellement, je travaille avec les enfants aussi. On a notre vision en tant que famille, être une famille qui aime Dieu, qui aime les hommes, et qui aide les gens à découvrir leur but et à être de meilleurs leaders. Et nous avons 5 valeurs. La valeur première que nous avons, c'est la puissance spirituelle. La deuxième, c'est l'amour sacrificiel. La troisième, c'est le service. La quatrième, c'est la persistance. Et puis la cinquième, c'est la foi. Donc, voilà à ce qui concerne les familles. Que Dieu vous bénisse. Ok.
Merci, Pasteur Fred, pour ces précisions-là. Effectivement, nous vous encourageons à suivre cet atelier. OK? L'atelier avec un mois de suivi. Ça veut dire que pendant l'atelier du 3 jours, 2 heures par séance, lundi, mardi et mercredi. Et vous avez un mois maintenant d'accompagnement pour vous aider à écrire cette vidéo, à élaborer, à pouvoir mettre ces valeurs. Alors, l'atelier à la base coûte 50 000 francs. OK? Mais comme le pasteur Fred est membre de la Parent School et il est membre d'honneur de la Parent School, alors on a essayé d'échanger avec lui et il a revu la formation à 20 000 francs. Pour les membres de la Parent School, 20 000 francs. C'est ça les avantages d'être membre. Ceux qui sont pas membres vont payer 50 000, mais les membres vont payer 20 000 francs avec un mois d'accompagnement. Et le frère Félix, je crois qu'il a suivi cette formation et ça lui fait du bien, certainement. Félix, le frère Félix, un petit mot peut-être sur cet atelier. C'est vrai que je prends de cours, oui. Oui, bon, pour encourager les uns les autres, hein, Majeur, oui, c'est quoi Majeur, un pédagogue qui dit que si tu ne sais pas où tu vas, tu risques d'arriver nulle part. Et j'ai compris que l'écriture de la vision, ça permet à la famille de se donner une orientation. Et quand dès le départ, tu sais où tu vas, c'est sûr que tu vas arriver à bon port. Voici ce que je peux dire. Je peux dire que moi, honnêtement, ça m'a fait du bien. Et ça, je suis convaincu que ceux qui vont le faire, ils ne vont pas le regretter. Merci. OK, merci au frère Félix. Pour qui nous souhaitons une bonne convalescence. Normalement, et on prie qu'il soit de forme d'ici dimanche prochain parce que c'est lui qui va animer la séance de dimanche prochain, qui va nous donner l'enseignement dimanche prochain sur ce qu'un homme attend, n'est-ce pas, de sa famille, c'est-à-dire que de son épouse et maintenant de ses enfants. Voilà. Les hommes aussi ont des attentes. Mais ce sera quoi? Là, on va découvrir ça avec lui dimanche prochain. OK? Voilà, l'homme n'est pas seulement là pour donner, mais il a aussi des attentes de son épouse, aussi de ses enfants. Et on va voir, on va scruter ça la semaine prochaine. Donc, ça, c'est déjà l'annonce. Deuxième annonce aussi, c'est que la session de dimanche prochain sera gratuite. Elle sera ouverte. Donc, invitez le maximum de personnes. Voilà. Et on pourra ensemble, OK, ce sera l'occasion de faire déguster, faire découvrir à vos amis, à vos proches, n'est-ce pas, ce que c'est que la Parent School, de pouvoir profiter de cet enseignement-là et de nous rejoindre pour qu'ensemble nous puissions faire grandir notre communauté. Parce que plus nous serons nombreux à être équipés, mieux nous allons transformer la société. Parce que nous allons transformer nos familles et nous allons faire rétablir le plan de Dieu, OK, tel qu'il le veut. Voilà. Donc, c'est ça le but final. Donc, je vous invite à être là. Déjà, vous inscrire à cet atelier. OK? Vous voyez le pasteur Clotaire, vous faites votre dépôt et il n'y a pas de souci. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ceux qui sont au Cameroun, ils savent comment me contacter. Ceux qui sont à l'étranger également, dans d'autres pays, vous savez comment le faire. Donc, voilà en termes d'annonce. OK? La prochaine session des conseillers parentaux commence le 2 août. Et véritablement, je vous invite à vous inscrire. C'est des places, on n'a que 50 places et là, c'est en train de se remplir, quoi. Donc, vous pouvez payer déjà 15 000 francs pour réserver la place. OK, peut-être faire une acompte aussi, mais je vous invite à le faire. OK, c'est très important. Et la formation en oratoire commence aussi. La prochaine session, ce sera le 4 août également. Donc, on va faire ça simultanément. Donc, voilà. Je voudrais terminer aussi et pour remercier Maman Camenan, Maman Sylviane Camenan, notre cordeau, OK, qui va piloter la formation des conseillers parentaux désormais, OK. Et voilà, je voudrais la féliciter pour la descente avec maman Mireille Cambiré et papa Boni, je crois, dans une église en Côte d'Ivoire pour aller présenter la Parent School. Donc, je vous invite à parler autour de vous et vraiment, on pourra être plus nombreux. Maman, quand même un petit mot, peut-être. Alors, Oui, maman, quand même, oui. Merci, coach. Voilà, mon mot, c'est juste d'encourager les uns les autres. Notre vision, comme on l'a dit, c'est de voir l'émergence des parents restaurés, des parents guéris émotionnellement pour faire
grandir des enfants dans un environnement stable. Donc, c'est pour encourager les uns les autres à partager la nouvelle de Parent School autour de nous, pour amener nos amis et connaissances à venir apprendre à donner une éducation équilibrée, stable, sur la base de la parole de Dieu dans nos différentes familles. C'est juste un mot d'encouragement à chacun. Et puis voilà, je vous en prie, coach, pour les remerciements. Voilà, ça a été un coup d'essai que nous allons multiplier d'ailleurs, parce que pour l'instant, nous avons des invitations aussi de d'autres églises dans notre entourage. Donc, voilà, ce sont des actions qu'on va perpétuer. Merci beaucoup, coach. Alors, Et il y a je voudrais déjà de bons profiter. retours. Excusez-moi, j'ai déjà de bons retours. J'ai des promesses, voilà, d'adhésion. Et j'étais parti avec le livre ici, Le métier de parent, écrit par le coach lui-même. Et voilà, il y a eu quelques parents qui ont pris le livre. Donc, on attend les retours. Ok. Merci, coach. Merci, Maman Kamna. Je voudrais profiter donc de ça aussi pour inviter, OK, vous êtes une communauté, vous êtes un pasteur, vous avez une communauté autour de vous. N'hésitez pas à nous contacter, OK. Il y a les conseillers parentaux qui sont disponibles à venir donner des enseignements, OK, dans vos communautés. Donc, posez simplement la demande, OK, et ils profiteront également pour parler à Parent School et faire grandir notre communauté, quoi. Parce que si je le dis toujours, hein, si imaginez dans une communauté chrétienne et qu'on a 10 conseillers parentaux, ok, ça décharge le pasteur. Et ces conseillers parentaux de la communauté peuvent créer quoi? Ils peuvent créer un comité pour accompagner, n'est-ce pas, les parents en difficulté dans la communauté. Et ça fait un point supplémentaire. Ça fait qu'on a des parents équilibrés, des parents restaurés dans la communauté, et c'est la communauté, parce qu'ils trouvent du bénéfice, ils seront contents, ok, et la communauté leur sera utile. Ok, donc c'est cela que nous voulons véritablement qu'on ait beaucoup de conseillers parentaux. Donc, chers pasteurs, chers responsables de communauté, nous sommes disposés, on a déjà les conseillers parentaux aguerris qui peuvent venir vers vous, qui peuvent venir vous accompagner dans cette mission-là. Et nous vous invitons vous-même déjà à vous former et à faire former les gens autour de vous, quoi. C'est ça notre but. Au moins 5 à 10 conseillers parentaux par communauté, par église, quoi. Ce serait formidable. Et on va aller à l'intérieur, on va dupliquer, on va multiplier. Et c'est comme ça que la vision et la mission va s'atteindre, quoi. Donc, je vous encourage dans ce sens-là. En tout cas, le Seigneur nous a donné la vision, nous a donné la mission. Et ensemble, nous allons y parvenir. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Et nous sommes là pour, n'est-ce pas, capaciter ces ouvriers-là pour restaurer les familles, pour équiper les familles. Donc, merci infiniment pour votre contribution, pour votre engagement, pour votre participation. Et comme j'aime souvent le dire, rendez-vous au sommet. Voilà. OK, nous allons arrêter là pour ce soir. Je vais demander à Mama Goulia, est-ce que tu peux ouvrir ton micro pour dire merci au Seigneur pour cet enseignement et remettre la semaine entre les mains de l'Éternel? Mama Goulia? OK. Ben, peut-être Mama Goulia a des soucis. Peut-être elle n'est pas là. Alors, Maman Babette. Mama Goulia, c'est bon? Maman Babette? Ok. Maman Babette? Bon, Yvette a son micro ouvert. Maman Kwame, Yvette, est-ce que tu peux nous dire une prière pour conclure cet enseignement et remettre la semaine entre les mains de l'Éternel? Il y a aussi une pensée pour le frère Kobenan qui est convalescent. Oui. Allô? Oui, désolé, j'avais la main dans autre chose, désolé. OK. Donc, est-ce que tu peux dire une prière pour conclure? Également, une pensée pour le frère Kobenan qui est convalescent. Voilà. OK. Merci. Nous prions. Père Saint, Père juste, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te bénir. Toi qui nous offres ces circonstances, ces temps d'apprentissage, nous te bénissons encore ce soir pour le rendez-vous de ce jour.
Seigneur, nous voulons également avoir une pensée pour ton serviteur qui est convalescent, éternel Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, toi, par les maîtres de qui nous sommes guéris, nous te supplions d'étendre ta grâce de guérison sur lui, afin qu'il soit complètement restauré. Seigneur, nous partons, regarder avec ces échanges, avec ces exposés, et nous te prions, éternel Dieu, de nous donner de garder cela sur la table de notre cœur. Merci de nous donner encore le temps de nous retrouver par ta grâce. À toi seul la gloire soit bénie au nom de Jésus. Amen. 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 Bonne semaine à tous. Merci. Bonne semaine à tous. Bonne semaine. Amen. Et que le Seigneur nous accompagne. Amen. 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 Amen.